C'était pour parler de ça. Et le deuxième partie, alors c'était quoi? C'était sur le volet économique, parce que je voulais qu'on y revienne. Mince, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave, on va se rattraper autre chose. Donc, oui, vous avez raison. Donc il y a l'économie, bien sûr, c'est tout. Hein. Une fois qu'on a des meilleurs revenus, on peut faire plein de choses mieux. Hein. Un meilleur logement, un meilleur environnement pour les enfants pour travailler, un meilleur accès à tout. Il y avait deux choses. Donc, ce que vous l'avez dit tout à l'heure, oui, c'était par rapport à la discrimination. C'était une question que j'avais à vous poser. Parce que dans l'émission où vous passiez à l'époque. Donc c'était en quelle année? Alors, vous m'avez dit en 2005 le livre, donc c'était il y a 20 ans. Parce que oui, c'était il y a 20 ans. Parce que moi je l'ai vu il y a 10 ans sur Internet, parce que l'INA l'a mis il y a 10 ans. Moi j'étais chef d'entreprise, ou même en tant que propriétaire bailleur, j'ai loué à des gens qui savaient que leur dossier passerait pas. Tout simplement parce que des fois il n'y avait pas complètement tous les revenus. Vous savez, il y a la règle des 3 fois les revenus, ou des fois des noms qui sont pas, alors qu'ils peuvent être italiens. Hein. Moi, il y a des gens qui arrivent d'Italie, c'est aussi de l'immigration. Hein. Ah bah oui, ça l'a été, et ils ont vécu une période très difficile. Tout à fait. Moi je connais des gens d'immigration italienne. Moi je suis italien, moi c'est mes grands-parents. Hein. Donc après mes parents étaient nés en France. Mais effectivement il y a des familles italiennes qui parlaient pas italien, qui s'interdisaient de parler l'italien dans les familles parce qu'ils voulaient s'intégrer, ils voulaient pas, donc il y a eu ces problèmes-là, mais partout. Et donc, comme vous dites, qui changent le nom, des fois, ou qui changent le code postal. Et ça, c'est un réflexe qu'ont certains chefs d'entreprise, pas tous, heureusement, hein. Il y en a qui sont ouverts à la diversité, il y a même des entreprises spécialisées là-dedans, je crois que vous connaissez, hein, pour le recrutement, comment ça s'appelle, Arc-en-Ciel, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est une entreprise d'intérim spécialisée dans le recrutement. Voilà, donc il y a cette barrière à l'entrée, quand même, et ça, on le voit, c'est un a priori. Hein, c'est un jugement a priori des gens, mais qui est difficile à... C'est pour ça qu'il y a encore des problèmes, qui est difficile à casser. Moi, c'est l'impression que j'en ai. Des gens ne font pas forcément confiance à des gens à qui on devrait faire confiance. J'ai pas de solution là-dessus, je bug un peu. Moi, le sujet de la discrimination, vous savez, par nature, l'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas, il a peur de la personne qu'il peut avoir en face. Vous savez, l'étranger au Moyen-Âge, c'était celui qui venait du village d'à côté. Hein. Tout à fait. Celui qui vient de loin, celui qu'on ne connaît pas, celui qui ne vit pas à proximité, qui n'a pas les mêmes codes sociaux, même dans un pays unifié, eh bien, on peut en avoir peur et ça se traduit dans certaines par discrimination. Il faut analyser le process du recrutement. La première source de recrutement en France, c'est pas Pôle emploi, c'est pas France Travail, c'est la cooptation, c'est le réseau. La première discrimination, elle est là. C'est comment je passe mon CV à la bonne personne, qui connaît la bonne personne, pour qu'elle se retrouve en haut et que Philippe, chef d'entreprise, parce qu'il a eu une recommandation, on se dit tiens, ce CV, je vais appeler parce qu'on m'a rassuré, on m'a dit qu'on le connaissait. Donc c'est ça la première des discriminations. Elle est liée d'abord au réseau social, à ce que Bourdieu appelait le capital social. Après, vous avez évidemment des discriminations dans un contexte. Depuis le 11 septembre, avec tout ce qui s'est passé, avec l'image, et encore une fois, cette minorité, qu'elle soit ethnique, religieuse, banlieusarde, oui, il y a une minorité qui fait la une des journaux et qui nuit à toute une autre partie de la population. C'est un sujet, et moi je trouve que une des façons de la régler, ça ne règle pas tout, mais c'est d'essayer de faire rencontrer les gens. C'est que des chefs d'entreprise qui sont éloignés de ces banlieues y aillent, et puis que la banlieue aille aussi là où se trouvent les chefs d'entreprise, qu'ils se rencontrent, qu'ils se dialoguent, qu'ils dialoguent, pardon, et même qu'ils s'engueulent. C'est bon, c'est qu'il y ait de l'échange, et il n'y a pas encore suffisamment d'endroits où ça peut se faire. Je pense que c'est une piste. Après, bien sûr, il y a tout ce que peut mettre en place l'État, les garde-fous. Je trouve, pour ma part, que sur les discriminations, moi je serais plutôt pour une vision à l'anglo-saxonne. C'est plutôt taper au portefeuille lorsqu'on est reconnu coupable de discrimination, parce qu'il y a aussi des gens qui le font de manière très délibérée, et ça, c'est pas acceptable. Oui, tout à fait. La discrimination, c'est pas une opinion, c'est un délit puni par la loi, et je trouve qu'on est encore très laxiste sur ce sujet. Ouais. Ça fait vraiment beaucoup de mal. Quand vous discriminez quelqu'un qui est originaire de ces banlieues, qui a Bac+5, qui s'est donné à fond dans les études, etc., et qui ne trouve pas un job à la hauteur de ses compétences, parce que mauvais nom, mauvais prénom, mauvaise couleur, mauvaise religion, mauvaise adresse,
quel exemple vous donnez pour les plus jeunes derrière? C'est-à-dire que finalement, vous expliquez aux plus jeunes que ça ne sert à rien d'aller à l'école. C'est un contre-exemple républicain, pour reprendre les grands mots et les grands concepts. Donc, non, au contraire, je trouve que ceux qui cherchent du travail, ceux qui viennent de ces territoires, je vous assure, ils ont plus faim. Ils ont beaucoup plus faim, ils sont beaucoup plus déterminés que la moyenne. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ils trouveront un job, ils le garderont parce que c'est tellement difficile d'en avoir un par les temps qui courent. Donc, moi, à mes collègues chefs d'entreprise, je leur ai dit, ne le faites pas par conviction. Si vous ne voulez pas le faire pour le cœur, par esprit républicain, faites-le pour votre compte d'exploitation, faites-le pour votre business. Parce que recruter quelqu'un qui vient de banlieue, c'est quelqu'un qui va bosser plus et qui va vous rapporter plus. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Non, mais moi, je suis convaincu sur ce qu'on a dit là. Mais bon, le problème est là depuis 40 ans, enfin même avant. Si on reprend dans les années 80, moi je vois beaucoup dans les chansons françaises. On reprend du Balavoine des années là. C'est la chanson Quand on arrive en ville. Je ne sais pas si vous la connaissez. Voilà, ça décrit. On pourrait la remettre à aujourd'hui. Et entre-temps, il s'est passé 45 ans. Bon, on ne va pas revenir sur tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Et en même temps, vous avez un sondage IFOP qui a été commandé pour le Forum économique des banlieues en partenariat avec la Fédération bancaire française, qui dit que vous avez un Français sur deux qui dit qu'on n'en a pas fait assez pour le développement économique des banlieues. C'est que la discrimination n'est pas j'entends souvent la France est raciste ou le système est raciste. Non, c'est pas vrai. Vous avez des gens qui reconnaissent que dans ces territoires, on n'en a pas fait assez d'un point de vue économique. Je parle bien d'un point de vue économique. Donc, comment voulez-vous que ça fonctionne dans des territoires où il y a 23% de taux de chômage? Comment ça peut fonctionner quand vous avez 42% de taux de pauvreté dans des poches comme ça, mais n'importe où dans le monde, ça ne fonctionnerait pas, que vous soyez aux États-Unis, en Chine ou je ne sais où. Des territoires avec 42% de taux de pauvreté, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez pas. C'est une source à problème. Que des pauvres réunis ensemble, une grande partie, un quart, ne trouvent pas de travail, etc. C'est une cocotte minute sociale. La cocotte minute, elle s'exprime dans les urnes, on l'a vu en 2022. Soit c'est de l'abstention, soit c'est un vote extrême, ou bien dans la rue. C'est juillet 2023 et les révoltes des banlieues. Donc, il faut prendre en considération tout ça, mettre tout ça sur la table et se dire, mais moi je crois, en mettant tout ça sur la table, que le levier économique, c'est vraiment celui qu'on doit activer de manière urgente et dans l'intérêt de tout le monde. Encore une fois, si on ne le fait pas parce qu'on a envie, parce qu'on est très engagé socialement, etc., il faut le faire parce que c'est stupide de laisser 250 milliards de potentiel en jachère comme ça. Oui, et puis cette force vive, comme vous dites, cette partie de population jeune, motivée, souvent éduquée, on parlera après un petit peu d'éducation, mais et ce côté, l'économie, Estelle Duflo, je pense que vous connaissez, Estelle Duflo, c'était prix Nobel d'économie et qui a beaucoup travaillé sur, alors pas en France, sur l'extrême pauvreté, c'est-à-dire les pays où les gens vivent avec $1 par jour, voire même pas, et quoi qu'on tourne le système dans tous les sens, le meilleur moyen de sortir les gens de cette hyper-pauvreté, c'est de leur donner un moyen de travail, enfin un moyen capitaliste entre guillemets, c'est-à-dire on leur donne dans ces pays-là une vache ou des moutons ou une machine à coudre, un outil de travail, d'accord, un outil de production. Et avec, donc c'est l'économie, c'est de les faire travailler. Et avec ça, c'est comme ça qu'on pérennise le plus. Ils ont essayé, ils ont fait des quartiers, là on leur donnait de l'argent pour se vivre, et il y en a où on leur donnait une machine à coudre, des moutons, de leur expliquer comment faire un élevage de lapins, comment avoir des vaches et faire du lait. Tous les gens à qui on a donné un petit capital au départ, ce sont tous, bien sûr il y en a qui peuvent se planter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un entrepreneur, il a une boîte et puis il peut avoir un accident de parcours ou se tromper, ou le business model ne fonctionne pas, mais globalement, lorsqu'on met le pied à l'étrier à des gens, qu'on leur donne leur chance, et au côté économique, en général, ils s'accrochent à ça et ils développent. Moi, je crois beaucoup à l'intégration économique si on veut une intégration sociale forte. Je crois qu'on ne peut pas laisser 23% de gens sans travail. Je crois que vous savez, quelle est la force d'un pays? C'est la démographie. Ouais. Aujourd'hui, la dynamique démographique en banlieue, elle est plus forte que la moyenne nationale. Est-ce que vous savez qu'un bébé sur 4, 25% des enfants naissent aujourd'hui en banlieue, dans ces quartiers? 25%. Vous vous rendez compte, ça veut dire que plus d'habitude, on se dit la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Mais là, on a des chiffres. Là, cette dynamique-là,
Alors qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut créer une génération de rancuniers qui demain se dira ce pays n'a rien fait pour moi, on m'a laissé de côté? Ou est-ce qu'on veut créer quelque chose de plus inclusif et de se dire oui, moi je suis venu d'un quartier, mais la France, mon pays, elle a fait beaucoup pour que je puisse m'en sortir, j'ai pu trouver un travail malgré tout, j'ai pu monter ma boîte malgré tout, etc., etc. Alors tout ça existe bien entendu, mais ce n'est pas la perception générale. C'était un de mes posts sur LinkedIn récemment, c'est de poser la question tout simplement. Le président appelle à la mobilisation contre la menace russe. Ma question était simple. Ce message, comment il est perçu en banlieue? Avec les plus et les moins. Sans tirer de conclusion. Et si on ne peut pas avoir un patriotisme à deux vitesses, on ne peut pas dire le patriotisme, c'est de pointer du doigt et de montrer cette banlieue comme bouc émissaire. Et puis, comme pendant le Covid, quand on en a besoin, parce qu'on avait besoin de chauffeurs, d'infirmiers, de policiers, de militaires, etc., on se dit, ah non, bravo, on les applaudit parce que la banlieue était là. Non, on ne peut pas faire ça. On est un pays, on est unis. Et il faut qu'on pense à ces territoires, à la fois dans leur intérêt, les habitants de ces territoires, mais aussi dans l'intérêt, encore une fois, de notre économie. C'est hyper rationnel. Si on ne le fait pas pour ces territoires, il faut au moins le faire pour notre économie qui en ce moment souffre et en a besoin.